on parle de données, mais enfin, moi, j'ai pas entendu trop parler du développeur. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on veut utiliser ces outils, ben, il faut avoir les moyens de mettre en œuvre le problème qu'on se pose pour pouvoir l'exécuter sur ces plateformes. Donc, je voudrais poser la question un petit peu à chacun de voir quelles sont l'offre ou comment ils adressent ce problème de faciliter le travail des développeurs qui vont utiliser leur plateforme. Pour ce qui est d'Activion, en fait, comme on fournit des couches d'abstraction du cloud quelque part avec des outils graphiques de workflow par exemple, mais c'est difficile à montrer dans les présentations, mais on a toutes les API aussi qui sont nécessaires pour adresser le cloud de façon hybride et multi-cloud. Donc nous, en tant qu'Activion, notre réponse, c'est de permettre d'adresser n'importe quel type de cloud pour le programmeur, le développeur, l'utilisateur, de façon transparente. Du cloud interne. C'est vous qui faites le boulot pour le client, en Alors fait. c'est pas nous qui faisons le Enfin, non, mais boulot, je veux dire, c'est le logiciel qui permet de faciliter l'accès à différents types de cloud. d'accord. Donc nous, de fait de notre ADN, qui est un petit peu de la décentralisation, on essaie de coller un petit peu à ce que les développeurs attendent de ce type d'infrastructure. Donc, par exemple, il y a des caractéristiques assez particulières qui ne sont pas si communes. Donc par exemple, les développeurs veulent être sûrs que leur application soit ce qu'ils appellent unstoppable, c'est-à-dire que personne n'ait la possibilité d'empêcher une application de tourner. Donc ça, c'est des caractéristiques intéressantes. Par exemple, il y a une notion qui est très forte, qui est la notion d'être résilient à la censure. Donc dans Bitcoin, par exemple, personne ne peut empêcher un Bitcoin d'être transféré. On voudrait le même type de caractéristiques pour les applications qui s'exécutent. Plutôt au niveau business, mais par exemple, on veut que personne ne puisse être empêché de mettre sa machine en location. Personne ne puisse être empêché de mettre son jeu de données à disponibilité ou son application. Par exemple, vous pouvez avoir des soucis des fois si votre application doit passer sur l'App Store d'Apple. Bon, des fois, Apple est un peu discrétionnaire vis-à-vis de ceux qui veulent l'utiliser ou pas. Donc là, cette notion de liberté est extrêmement importante. Donc nous, on essaie, autant que faire se peut, d'être voilà, en adéquation avec les valeurs qui sont portées par décentralisation. Bon, je vais essayer de faire court parce que c'est compliqué. Comme vous l'avez compris, en fait, ce qui est intéressant chez OVH, c'est la profondeur de gamme. Donc la manière dont on s'adresse à un développeur va être différente en fonction des gammes et de ce que finalement le développeur ou l'entreprise va pouvoir chercher chez nous. Donc on a entre la personne qui va vouloir utiliser du bare metal et qui va installer le système lui-même jusqu'à la personne qui va vouloir utiliser un certain nombre d'API ouvertes disponibles pour, j'en sais rien moi, faire de la gestion time series ou ce genre de choses. On a un ensemble d'outils disponibles qui correspondent au type d'offres qu'on fournit. Ce qu'il faut voir, c'est que finalement OVH, c'est un peu un Carrefour ou un Leclerc du cloud, où on a plein de types d'offres. Et donc c'est aussi donc on n'a pas une manière unique de gérer ce sujet-là. Je vais te passer d'abord à Pierre. Ouais, je rejoins la réponse. Enfin, je pense que c'est une question très compliquée parce qu'il y a plein de visions. Et justement, ça permet de clarifier peut-être un point. Il y a plein de gens qui sont partis vers Kubernetes parce que justement, ils avaient ce côté API qui était le point de vue du développeur. Donc, si on aura une solution OpenStack, ça a été fait pour les opérateurs, alors que Kubernetes, ça a été fait pour les développeurs. Et en fait, beaucoup de gens sont partis quelque part vers Kubernetes parce qu'il y a ce qu'on appelle le cloud native, les cloud native applications. Aujourd'hui, tout est sur conteneur. Vous prenez les conteneurs, n'importe quel logiciel, big data, etc. Généralement, elle est conteneurisée. Mais gérer du conteneur et gérer de l'infra, c'est deux choses différentes. Et donc, pour moi, la question est très délicate parce que c'est deux visions qui sont radicalement différentes. Donc, si on est développeur de l'infra, on s'attendra à avoir des abstractions qui sont totalement différentes que si on est développeur de l'application. Je laisse mon collègue... Oui, je pense qu'effectivement, il y a une multiplicité des modèles de programmation et des modèles d'architecture sous-jacents qui est absolument gigantesque. C'est clair que si on cherche à allouer simplement de la machine virtuelle et de décrire un certain nombre de ressources,
on peut disposer d'un langage, un métalangage de représentation de ces ressources et ensuite être capable de l'instancier de manière relativement simple. Si ensuite on passe à des dimensions qui sont beaucoup plus sophistiquées, qui vont impliquer par exemple des modèles d'intelligence artificielle, pour prendre un peu un extrême dans la complexité, on va évidemment avoir à la fois probablement des langages de programmation qui vont être différents, on va avoir une façon d'appréhender la modélisation et la capacité d'exécuter les modèles qui va être totalement différente. Si on prend encore un autre angle qui est celui de l'Internet des objets, on va en général ingérer des événements en très très grande quantité, et donc la question ça va être de savoir à la fois stocker mais au pouvoir aussi traiter en temps réel ces événements, et donc dans ce cas-là on va recourir à des fonctions qui sont plus de l'ordre du microservice, c'est-à-dire qu'on va instancier un morceau de code qui va en même temps démarrer sans qu'on le sache une machine virtuelle, c'est-à-dire qu'en fait pour le développeur on va absolument pas avoir à se préoccuper de l'infrastructure sous-jacente. On peut effectivement utiliser les containers qui sont pas si développeur friendly qu'on veut bien le dire, parce que je pense que dès qu'on commence à rentrer dans des containers un peu sophistiqués, dans lesquels il y a des interfaces réseau un peu particulières à mettre en place, des protocoles un peu particuliers, le développeur en général il est complètement perdu. Donc en fait on manque encore aujourd'hui, si on est honnête, d'une capacité d'abstraire l'ensemble de ces modèles pour faire en sorte que, vu du développeur, tous ces concepts soient simples et faciles à appréhender pour lui. Donc je pense qu'il y a encore il y a pas mal de sujets qui sont encore des sujets de recherche sur tous ces points-là, parce que fondamentalement, on parle des langages qui sont très 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 différents en fonction de l'endroit d'où on vient et de l'endroit où on veut arriver. Alors du coup, moi je suis l'utilisateur de cloud, et du coup mon point qui était intéressant, et je pense que tout le monde l'a abordé, c'est qu'en fait tout le monde a un point de vue différent et que c'est une problématique très complexe, mais en fait pour moi c'est la seule problématique. En fait, parler de décentralisation, parler de capacité de calcul, parler de nombre de machines, parler de vitesse réseau, c'est hyper important, mais en vrai quand on commence à vouloir utiliser du cloud, à déployer de l'application à n'importe quel niveau, ce qui nous intéresse c'est de pouvoir le faire, et de pouvoir le faire rapidement. Il y a par expérience, il y a des facteurs de 1 à 50 en temps qu'on va passer à déployer quelque chose en fonction du choix de fournisseur, du choix de technologie qu'on va faire. Et alors du coup, je pense qu'il n'y a pas, le problème c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle, mais c'est le seul discours qui est important. Le reste, en fait, c'est des discours qui sont importants pour des... quand c'est at scale et qu'il y a on a des vrais besoins d'économie ou des vrais besoins... de problématiques réglementaires, etc. Mais en fait, faut réussir à y arriver jusque-là. Et moi, je suis toujours un peu étonné que ce soit le sujet dont on parle pas, parce que c'est compliqué. Et la vérité, c'est que les gens qui ont beaucoup de pourcentage de part de marché chez les cloud providers, ils l'ont parce qu'ils ont des outils qui sont utilisables et a priori dans l'ordre de facilité d'usage de ces outils, par expérience. Et donc je pense que pour tous les fournisseurs, c'est le seul truc à discuter. Et je pense que, voilà, moi mon avis, c'est que c'est comme ça qu'ils vont réussir à choper du business. C'est pas en expliquant que leur technologie est plus performante ou plus économe en énergie, même si c'est un point important, ou plus quoi que ce soit à part de plus facile à utiliser. Et alors, lorsque on parle de distribuer, comme ça a été présenté dans la première présentation, on passe à un niveau encore plus compliqué de mise en place des applications, puisque à ce moment-là, c'est pas juste un data center que on réplique chez soi, mais c'est à ce moment-là tout ce qui se passe entre les serveurs et puis le edge. J'ai une question justement par rapport à ça pour Microsoft en particulier, c'est que dans l'approche que vous présentez, est-ce que c'est une approche qui permet aux utilisateurs de distribuer leur application entre la périphérie et puis le serveur qui est Microsoft, ou est-ce que on peut introduire là-dedans des éléments qui sont hétérogènes, ou est-ce qu'il y a des standards qui commencent à émerger pour pouvoir dire moi j'ai ma partie IoT, je la fais comme ci, ma partie centralisation hub intermédiaire, je la fais comme ça, et ma partie serveur, je la fais autrement?
En fait, le sujet de la standardisation, c'est un sujet qui est inversement proportionnel au niveau de maturité d'une technologie. Donc en général, les technologies qui sont vraiment très récentes, elles ne sont pas standardisées parce qu'il y a à la fois la volonté de se différencier sur une technologie donnée et puis aussi le fait que comme la technologie est mature et n'est pas mature, tout le monde n'est pas encore d'accord sur la façon de l'utiliser. Donc c'est clair que plus on remonte dans le temps, plus on va avoir des technologies qui sont standardisées. Donc si on prend par exemple, je parlais de la notion de microservices ou de lambda pour parler le langage d'AWS, toutes les implémentations sont absolument toutes différentes. Et elles sont totalement, conceptuellement, il y a des éléments qui sont communs, mais c'est très compliqué de passer d'une implémentation qui est capable de faire de la persistance ou qui n'est pas capable d'en faire, etc., etc. Donc là, on rentre un peu dans le langage des développeurs, mais cette question-là, c'est une question qui est évidemment très importante si on veut se différencier parce qu'il va falloir innover vite, essayer d'effectivement développer quelque chose facilement qui va être capable de passer à l'échelle parce que quand on parle d'Internet des objets en général, on parle vraiment d'objets en très très grand volume. Mais la question de savoir si on va être effectivement capable de porter de manière complète le code de l'architecture A ou de l'environnement logiciel A à l'environnement B, c'est pas forcément la priorité, dans un premier temps au moins. Donc ça ne veut pas dire que la standardisation ne soit pas un sujet important, mais il faut juste être conscient du fait que la standardisation, ça vient avec le temps. Il faut quand même qu'il y ait une certaine forme de consensus qui se dégage. Les consensus, c'est pas les choses les plus simples à trouver. Enfin, la semaine prochaine, on est censé voter et on va se poser des questions de consensus aussi, et ça va être compliqué. Donc, c'est un peu pareil. Est-ce qu'il y a des domaines applicatifs ou qui permettent de restreindre l'étendue du problème et de pouvoir faire en sorte que pour certains types d'applications, c'est possible d'introduire, disons, un modèle qui permette aux gens de rentrer dedans ou pas ou est-ce qu'on cherche... L'open source aide beaucoup pour ça. Enfin, il y a encore 2 ans, on avait fait une réunion. Enfin, l'exemple est concret. Il y a 2 ans, OpenStack Austin, 8000 personnes. OpenStack Vancouver, 1500. Aujourd'hui, en ce moment, il y a KubeCon Barcelone, ils sont 8000. Il y a un côté, quand vous libérez une pile logicielle qui est assez mature en open source pour attirer du monde, il y a un effet buzz et il y a un effet standard qui est en train de se déposer. Aujourd'hui, il y a plein d'applications qui vont être développées d'un point de vue du développeur, même si je suis d'accord, il y a encore plein de choses au niveau fonctionnel de service qui doit être fait pour simplifier la chose. Il y a plein de gens qui pensent aujourd'hui que c'est un nouveau standard qui est en train de s'imposer. Donc tout ce qu'on appelle le Cloud Native Application, il est basé en fait autour de Kubernetes. Et peut-être que dans 2 ans, il y aura un nouveau challenger qui arrivera sur le marché, qui mettra un nouveau truc, qui sera souvent basé autour des faces, parce que petit à petit, en fait, on fait des cercles, des cycles. Donc il y a un cycle, on est retourné à l'infrastructure. Là, les développeurs sont en train de reprendre un peu du pouvoir. Peut-être dans 5 ans, on reviendra à l'infrastructure. La question, c'est pour moi aujourd'hui, le standard, comme on avait avant, IPv4, IPv6, avec tous ces organismes qui essayaient de standardiser, on en a eu plein, les OGF pour les grilles, etc. Ça n'a pas vraiment marché parce qu'il suffit que vous avez un acteur comme Google qui mette sa pile logicielle en open source pour en fait détruire toute action de standardisation. Et donc aujourd'hui, souvent, on dit soit... C'est le standard à ce moment-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, généralement, on a tendance à dire qu'à AWS, tout le monde suit AWS et que c'est le de facto standard. C'est vrai ça chez OVH? Alors, moi je dis oui et je passe la parole à mon voisin. C'est vrai chez OVH? Ah bon, d'accord. Ah non, c'est vrai que c'est le facteur de facto, le standard de facto. Non, ce qu'il faut bien voir, c'est la dynamique. On est dans des cycles d'innovation qui sont extrêmement courts. Donc on ne peut pas faire un standard a priori sur les choses. Il faut attendre, effectivement, je suis complètement d'accord, pour que les choses soient matures. Et quand on voit effectivement le développement d'un OpenStack, par exemple, je veux dire, ça n'a pas commencé il y a 6 mois. Donc on est sur quelque chose qui se consolide au fur et à mesure et dont on a tous conscience que ça peut, entre guillemets, disparaître en 6 mois et remplacé par quelque chose d'autre. Donc on est sur une économie qui va très vite. Et est-ce que le standard Amazon de facto c'est le standard chez OVH? Non, parce qu'on fournit pas exactement la même chose. Mais il n'y a pas un acteur du marché aujourd'hui qui peut dire c'est ça qui va être le standard. Et même dans les discussions en termes de standardisation aujourd'hui, c'est du niveau de la discussion.
Un des sujets, par exemple, qui peut relever de la standardisation, par exemple, c'est en fin de l'année dernière, il y a une régulation en Europe sur la libre circulation des données non personnelles, dans son article 6, qui porte sur la portabilité des données non personnelles, qui dit, demain, ça doit être facile de passer d'un cloud provider A à un cloud provider B, quel que soit le niveau de la stack. Le fait de le dire dans une régulation, c'est vachement bien. Le fait d'en faire un standard, il y a un peu de boulot. Parce qu'il faut que ça veut dire que tout le monde se mette d'accord sur comment ça marche. Objectivement, on n'y est pas encore. Moi, je travaille depuis 1 an avec un certain nombre de compétiteurs à écrire ce qui peut être un code de conduite pour la partie infrastructure. De mon point de vue, c'est la partie facile du problème, parce que plus on monte dans les couches, plus c'est compliqué à mon sens. Voilà, c'est pas simple non plus. Donc la standardisation, c'est quelque chose dont on a besoin, mais qui viendra avec le temps. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses où on n'y est pas encore. Moi, j'ai une petite expérience en standardisation. J'ai travaillé par exemple avec des organismes comme l'ETSI qui a réussi à faire de la standardisation, puisque c'est eux qui ont inventé le GSM qui a donné des avantages compétitifs à l'Europe, quelque part au niveau de la téléphonie mobile. Les standards, c'est quelque chose de très compliqué. Quelquefois, on a l'impression qu'il suffit de faire une API et puis on a gagné. Pas du tout. Il y a eu plein d'échecs monumentaux dans le passé, les Corba et autres, qui se sont plantés lamentablement dans le mur. Ça peut être très 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 difficile, hein. Il y a différents niveaux de standards, il y a le fait de pouvoir appeler le même code, de pouvoir échanger les données, et il y a des choses qui seront juste pas standardisables. Il y en a d'autres qui le sont, mais il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais standardiser. Aujourd'hui, quand on regarde les différents cloud providers publics, on retrouve un petit peu les mêmes concepts, hein, les availability zones, les scale sets, etc. Mais dès qu'on essaye de les utiliser, c'est différent. Et c'est pas prêt d'être complètement standardisé. Et donc, ça veut dire que c'est au cloud provider de fournir les outils en disant voilà, c'est moi mon standard, et donc du coup c'est ça, ou alors est-ce qu'il y a des standards de fait qui s'imposent et chaque fournisseur va être obligé de fournir disons, le stack qui est utilisé par le développeur? Aujourd'hui, ce qui se passe, il y a différentes attaques pour, entre guillemets, standardiser l'accès au cloud. Donc il y a tous les vendeurs qui font des CMP, des Cloud Management Platform, et qui essayent de fournir les mêmes interfaces pour accéder à Amazon, Google et Azure. Mais ça a vite ses limites, parce qu'il s'est passé la même chose dans le passé avec différentes technologies. On a tendance à vouloir accéder aux fonctionnalités avancées, donc on descend dans la stack et puis ça marche pas. Si je peux juste compléter avant de repasser la parole à mon voisin, c'est vrai que moi j'en ai pas parlé, mais nous aujourd'hui par exemple on considère chez OVH que Kubernetes c'est un standard et on l'implémente. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que soit on est suffisamment fort et on va suffisamment vite pour être capable d'imposer ce qui serait un standard de fait au marché, soit l'autre alternative c'est de le faire de manière communautaire. Et c'est aussi une manière de voir les choses. Et je ne pense pas qu'il y ait une manière ou une autre qui s'imposera, quelle que soit la manière de standardiser. Du coup, juste de mon point de vue d'utilisateur, donc nous on opère un cloud, mais on essaye d'être compatible, enfin on essaie d'être agnostique du fournisseur pour essayer de passer le plus facilement de l'un à l'autre. Donc en fait on se base vachement sur des plateformes open source comme Kubernetes, des plateformes d'outillage comme Terraform par exemple, qui sont en fait des plateformes qui sont pivots et qui permettent d'attaquer différents clouds. Et en gros, ça fait partie de cet outillage-là. C'est-à-dire que, par exemple, on ne sera jamais client d'un cloud qui ne permet pas d'utiliser ces outils qui sont assez répandus. Et c'est comme ça qu'on choisit en fait. Donc on essaye de s'appuyer sur des plateformes open source qui deviennent des standards de fait pour être le plus agnostique possible et de ne pas se baser sur les technos propriétaires des différents fournisseurs de cloud qui sont généralement les technos les plus avancés aussi, parce que c'est là où ils font de l'innovation. Donc ça c'est la première réponse, c'est se baser sur des trucs de standard. Et après je pense qu'il y a une réponse aussi logicielle qui est que en fait nous on a vécu, on a commencé quand on a lancé Craftai, on était sur des conteneurs
Docker sur des Docker, et c'était avant que Kubernetes soit vraiment un standard, et on utilisait les technos propriétaires d'Amazon en l'occurrence, et on est passé aussi sur les Docker, la techno qui était développée par Docker qui s'appelle Docker Swarm. Je vous passe les détails. Mais fondamentalement, quand on est passé à Kubernetes, on n'a pas changé grand-chose parce que les guidelines d'architecture sont les mêmes, et même si on passait sur des lambda demain, en fait, des bonnes pratiques de développement logiciel font que c'est pas si compliqué que ça de passer d'une plateforme à une autre. C'est une espèce d'hygiène de comment on va écrire notre code, comment on va concevoir nos applications qui permettent de faire ça. Alors après, c'est pas gratuit à chaque fois, mais c'est possible, normalement. Alors moi ça me permet de rebondir sur un message que j'aurais souhaité faire passer également aujourd'hui. Sur le petit exemple de collaboration, on réifie les notions géographiques. En fait, on l'a mis sur OpenStack parce que c'est notre use case aujourd'hui d'un point de vue opérateur. Mais en fait, c'est vraiment des guidelines qu'on veut donner aux développeurs. C'est-à-dire que quand alors j'ai dit qu'il faut repenser la manière de développer des applications qui sont edge compliant, où la déconnexion, la mobilité, toutes les propriétés du edge sont critiques, en fait, c'est vraiment des guidelines qu'on cherche à faire. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand aujourd'hui un développeur développe un système, ou même à plusieurs, ils vont développer une stack où il y a des sous-services, des microservices qui parlent entre eux. Ils ne se préoccupent jamais de dire peut-être ce système-là, si je le déploie de manière symétrique ailleurs, est-ce que directement ils peuvent collaborer? Et en fait, ce qu'on est en train de regarder, nous, c'est que si on rajoute cette dimension-là, de dire attention, votre système il pourrait collaborer, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir deux systèmes qui sont totalement indépendants, mais à tout moment ils peuvent collaborer entre eux sans rien changer du code, en fait, on voit que ça c'est gratuit. Du moment où vous êtes sur une architecture à base de services, c'est gratuit. Appelez mon service A ou appelez le service A' qui est déployé là-bas, vu qu'ils ont la même API, ils ont les mêmes side effects, c'est gratuit. Sauf qu'en fait, des fois, les développeurs, malheureusement, ils se permettent certains raccourcis qui font que cette hypothèse-là, en fait, d'un point de vue modèle, elle va être cassée. Parce que le développeur, en fait, quand on va appeler à prime, lui, il ne saura rien dire. En fait, il appelle B de manière cachette par un autre bus de communication ou par quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, en fait, je pense qu'il va falloir aujourd'hui arriver à implémenter ces guidelines dans les compilateurs pour que les compilateurs eux-mêmes disent attention, là, ce que vous programmez, c'est pas compliant. Donc, comment on préfère ça? C'est également une autre piste de recherche qui va en fait, on n'est plus là uniquement pour chercher le bug, mais on est en train de vraiment d'un point de vue architecture et génie logiciel, comment on fait pour imposer de suivre des guidelines qui vont permettre en fait à un code d'évoluer de manière propre. Et donc Gilles, sur ce sujet-là, est-ce que la blockchain peut aider? Sur le sujet des standards. Oui, enfin, sur le sujet justement de la collaboration de la distribution. Je pense que les standards, ils arrivent aussi à un moment où on en a besoin. C'est sûr que quand vous êtes dans une compétition entre plusieurs acteurs et l'intérêt de chaque acteur est de dominer le marché, il y a vraiment... Personne ne pousse à faire des standards, ça c'est clair. Si on est dans un... Non ? Ça se discute. Ce qui se passe, c'est que souvent, les gens font semblant de jouer le jeu et vont dans des organisations de standardisation, prennent leurs cotisations, donnent leurs 200 000 € pour avoir le droit de siéger au consortium, et ils vont implémenter le standard qui sort, et ils ne veulent pas avoir un train de retard, donc ils veulent être là au moment où on décide du standard, et immédiatement derrière, ils vont rajouter des petites fonctionnalités supplémentaires qui vont faire du vendor lock-in de façon à ce que les gens qui utilisent leur implémentation du standard ne puissent pas aller utiliser celle du voisin. C'est un petit peu dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Donc ça, c'est le grand jeu qui se fait en IT depuis 40 ans, quoi, hein. Mais je pense que Adrien pourra en parler après, mais ce qui se préfigure aussi peut-être dans l'avenir, c'est que peut-être l'arrivée de nouveaux acteurs. C'est-à-dire que là, on a les cloud service providers de rang 1, rang 2, comme Google, Amazon, OVH et tout. Mais peut-être qu'avec l'IoT et tout ça, on va arriver, et la 5G, on va voir arriver de nouveaux acteurs qui vont revenir dans le jeu, qui vont être les telco providers. Et peut-être que là, on aura plus d'intérêt à avoir de l'interopérabilité parce que de toute façon, votre voiture, quand elle arrive, elle veut uploader les datas de la voiture qui génère énormément de données. Il faut qu'elle trouve l'endroit le plus proche où uploader les données. Et donc, ça sera peut-être un coup Orange, un coup la SNCF, un coup un serveur de la RATP, on ne sait pas. Donc, moi, je ne sais pas. Il y a une remarque qui a été dite en off là, qui est forte. C'est OpenStack, en fait. Typiquement, OpenStack, c'est une solution qui vient des États-Unis, très longtemps gouvernée par les États-Unis, peu à peu par l'Europe, et puis aujourd'hui totalement par la Chine. Parce que la Chine, ils n'utilisent pas Amazon. La Chine, ils utilisent leur cloud, Alibaba, et aujourd'hui, c'est un des plus gros clouds. Et on a un autre acteur qui s'appelle Huawei,
Donc tout à l'heure on parlait des telcos, des vendeurs. Aujourd'hui Cisco, Nokia, tous ces gens-là sont en train de se réveiller en disant oh tiens, il y a une part de marché à prendre peut-être sur ce marché-là, est-ce qu'on peut y aller? Et donc peut-être que la Chine va justement également bouleverser. Si demain la Chine met une pile open source en libre et qui pousse derrière, bon, ils sont pas mal à pousser. Oui, allez-y. Oui, là on rentrera dans la géopolitique, donc ça devient compliqué là. Donc, Ouais, en fait, je vais rebondir sur le développement de l'IoT, la 5G. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu dans ma longue carrière informatique, c'est que en fait, on passait régulièrement de systèmes centralisés à de la décentralisation sur les mini, et puis ensuite on revient sur le centralisé, puis ensuite, donc tous les 10-15 ans à peu près, le balancier passe d'un côté ou de l'autre, et en général, ça résulte disons, de l'optimisation à la fois d'un côté le coût CPU, mémoire, storage, et puis de l'autre le coût ou la performance réseau, en fait, hein, puisque pour distribuer il faut du réseau. Si le réseau est rapide, ben, on peut tout centraliser. Si le réseau il est lent, ben, on décentralise, ou voire même on disconnecte ou on se met en mobilité si le réseau il n'est pas là. Et donc avec les nouvelles technologies réseau qui arrivent, avec la puissance de calcul qui repart sur le edge, est-ce qu'on n'est pas en train, disons, que le cloud n'est pas en train de se transformer en pluie, et puis que tout se passe dans le edge là? C'est quoi votre perspective là-dessus? Et puis on terminera là-dessus avant Moi, je pense que les environnements vont cohabiter de manière un peu inexorable, parce que ce qui va contrôler tout ça finalement, même si effectivement le réseau devient de plus en plus rapide, on reste quand même limité par la vitesse de la lumière qui est ce qu'elle est, et qu'on peut de toute façon pas accélérer, en tout cas dans l'état actuel des connaissances. Et donc ça veut dire que si on a effectivement une génération absolument astronomique de données, de toute façon on va être obligé de traiter un certain nombre de données localement, il n'y a pas le choix. Ensuite, si on veut construire des modèles, on parlait de l'intelligence artificielle, du machine learning, etc. tout à l'heure, ces modèles, il va falloir qu'on les construise dans des environnements où la capacité de calcul, pour le coup, va être extrêmement importante. Une chose qu'on n'a pas abordée du tout, parce qu'on parle toujours de CPU, mais en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus une diversité des capacités de calcul ou des moyens de calcul. Donc, CPU... On a introduit du GPU pour commencer à faire du calcul vectoriel, qui est particulièrement adapté pour faire tous les calculs matriciels qui sont sous-jacents à l'IA. On voit que ces GPU ont aujourd'hui un certain nombre de limites, notamment parce que leur consommation énergétique est extrêmement importante par rapport à la capacité, par rapport au traitement réalisé. Donc on va de plus en plus vers l'utilisation de processeurs vraiment de plus en plus spécialisés, que ce soit des hardware reprogrammables tels que les FPGA, que ce soit des ASIC qui sont effectivement des processeurs qui sont spécialisés pour un usage particulier, voire même vers l'avènement de l'informatique quantique. Donc en fait on se rend compte que à travers la multiplicité des moyens de calcul sous-jacents, on va avoir à traiter soit des données qui effectivement sont à proximité des capacités de calcul parce qu'il n'y a pas le choix, soit on va avoir à construire des modèles qui sont tellement volumineux, ou des problèmes qui sont tellement impossibles à résoudre, même si on essaye de mobiliser la capacité complète de la planète pour juste traiter un problème, qu'on va être obligé effectivement de centraliser parce que ces moyens de calcul seront probablement uniques dans leur genre, ou en tout cas mobilisables en très grand volume de manière relativement centralisée. Donc on est peut-être dans une certaine forme d'équilibre du pendule qui continue certes à continuer d'osciller, parce que les pendules c'est fait pour osciller bien souvent, mais je pense qu'on a quelque part la nécessité finalement de réfléchir à ces deux dimensions, centralisées, décentralisées, qui sont je pense un peu inexorables et qui finalement illustrent l'histoire de l'informatique depuis 50 ans. Moi, je pense vraiment qu'il y a ce continuum IoT Cloud. Donc, il y a vraiment pas, il ne faut pas les mettre face à face, c'est complémentaire. Et il y a un nouveau mot que vous aurez pu rajouter dans votre titre hybride décentralisé, qui est in transit. Donc, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça également aujourd'hui. Comment on peut faire, quand on fait justement ce continuum, comment on fait pour faire du filtrage des données, etc., sur le chemin. Je dis juste, parce que c'était l'exemple que tu donnais tout à l'heure du Facebook décentralisé ou du Google Cloud décentralisé. En fait, je pense qu'au-delà des problématiques techniques, il y a des problématiques de business. En vrai, faire un Google Doc décentralisé, c'est hyper facile. Enfin, c'est hyper facile. C'est relativement facile. Et il faut juste que quelqu'un arrive à trouver un business model pour le faire.
Et le problème, c'est que les business models des Google et des Facebook, qui sont pas liés aux services qu'ils donnent, ils sont liés aux données qu'ils récupèrent, donc ils ont aucun intérêt à pas récupérer les données. À un moment, c'est pas une question technique, c'est purement une question de business. Et en fait, je vais rajouter encore un degré de complexité dans le truc. C'est pas que du technique, c'est pas que du business. Il y a aussi du légal et de la régulation dans cette histoire. Et c'est bien, on peut avoir une merveilleuse solution technique qui fonctionne partout dans le monde avec de la centralisation, du edge, etc. Mais quelle est la juridiction qui s'applique? Quelles sont les régulations extraterritoriales qui s'appliquent? Je ne dis pas une, je dis plusieurs. Il peut y en avoir des américaines, des européennes, des chinoises, etc. Et ça, il faut aussi qu'on soit capable de le prendre en compte au niveau de la manière dont on structure les applications. Et mine de rien, je pense que c'est pas un problème simple. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que une des questions qui se pose par rapport aux infrastructures, c'est que effectivement les infrastructures ont beaucoup résonné en termes de capacité de stockage, capacité de traitement et des choses comme ça. Et maintenant, la compétition qui va avoir lieu, je pense, ça va être sur comment est-ce que les gens arrivent à remonter dans la chaîne de valeur. Et nous, on l'a bien vu en science, par exemple, il y a OK, on a des données, mais il y a eu tout un mouvement autour de la provenance des données. Donc, quel contexte on arrive à recréer autour des données pour être sûr qu'elles ont vraiment de la validité scientifique. Je pense que là, on va arriver au même type de questions. C'est OK, il y a plein de données, de capacités de calcul, mais pour remonter dans la chaîne de valeur, il faut arriver à retrouver, par exemple, le contexte de confiance, de légal. Alors ça, c'est hyper important, la partie légale. Donc, toutes ces parties de gouvernance. Et ça, c'est quelque chose qui va impacter un petit peu tout le monde. Bon, comme nous, on vient de la blockchain, évidemment, on est plus sensible que les autres, mais vous y viendrez aussi, vous verrez. Oui, c'est clair qu'il est difficile de savoir où va être l'équilibre dans 5 ans entre le fog, le edge et puis les gros data centers centralisés sur 4 ou 6 terrains de football. Il y a l'aspect fonctionnel, c'est clair que la proximité des données va jouer. Après, il y a un autre aspect, c'est évidemment l'économie d'échelle. Lorsqu'on fait un data center de 6 terrains de foot, on imagine bien, et c'est aussi en partie le succès d'OVH, que des économies d'échelle ou de l'intégration verticale comme fait OVH pour configurer, installer eux-mêmes et assembler eux-mêmes leurs machines, ça fait des économies d'échelle. Donc il y aura aussi cette partie, en plus de l'aspect technique et de l'aspect légal, de l'aspect économique, de l'économie d'échelle, à faire des grosses structures ou des structures moyennes dans le futur. Après, le cloud, c'est aussi le résultat d'avoir eu pendant 10 ans les grands intégrateurs qui se sont gavés à faire de l'hébergement pour les grands groupes dans des data centers qui leur facturaient la peau des fesses et qui a créé un boulevard pour les GAFA et construire AWS, Azure et OVH, quoi.